Good morning, everybody. Good morning, everybody. Good morning. Bonjour à tous. Good morning. Bonjour. Very good. Bonjour. Très bien. Bonjour. Very good. Ladies and gentlemen, good morning. Also, about 60 people online. Mesdames et messieurs, nous avons à peu près 60 personnes qui participent en ligne. Ils n'ont pas pu venir en Estonie. Bonjour à toutes ces personnes également. Vous participez à cette session parallèle. Il s'agit de l'analyse du marché du travail pour l'identification anticipée des pénuries et des besoins en compétences. Il y a beaucoup de sous-thèmes également dans ce thème. J'espère que cette discussion sera inspirante pour nous tous. Nous allons analyser quels sont les besoins, quels sont les systèmes d'information. Le représentant de l'Université de Potsdam a dit que nous avons besoin de données de bonne qualité. Donc, quelles sont les données qui sont utilisées dans les SPE? Quels sont les indicateurs qui nous intéressent et comment éviter le surplus d'informations? Parfois, quand je vois le mot indicateur, peut-être c'était Marco qui a dit qu'il y a beaucoup de mensonges dans les données, dans la statistique. Donc, comment faire en sorte que l'offre et la demande sur le marché du travail soient plus transparents? Donc, nous avons 4 intervenants. Nous parlons des changements, des tendances sur le marché du travail et quel est leur impact sur les compétences des personnes. Donc, nous avons les experts ce matin sur scène. À droite, il y a Michel van Smorenburg des Pays-Bas. Applaudissements. Nous avons en ligne Hind. Je ne sais pas si on peut la voir sur l'écran. Elle vient du Maroc, de l'ANAPEC. Bonjour, nous te voyons très bien. Et je suis aussi ravie de voir M. Gérard de Gutiérrez Ardoy, qui représente l'Espagne. Vous êtes le directeur général de l'SPE espagnol. Je suis ravie de vous accueillir en Estonie. Et nous avons également M. Anders Ljungberg qui représente la Suède. We have at the chat sitting over there, I've organized this session with you together. Dr. Elina Callas, expert from the Skills Development. Nous avons une personne qui va nous aider, Elina Callas de Totugasa, de la division de carrière et d'orientation de l'Institut Totugasa. Moi, je m'appelle Michael van der Kamen. Je viens de l'SPE allemand, de la division internationale de cette SPE. Merci beaucoup. J'ai 2 questions sur l'application Slido. Nous allons voter sur ces applications. Donc on commence notre session par Slido et on la termine avec l'application Slido. Mais avant de passer aux questions, j'ai déjà parlé du système informatique du marché du travail comme un mot-clé.
Donc il y a les indicateurs. J'espère que on sait tout le monde ce que c'est que le système informatique du marché du travail, mais les SPE l'utilisent autrement. Mes collègues ne sont pas des experts, mais vous l'êtes. Et également Michel. Mes collègues m'ont dit il y a quelques années que le système informatique du marché du travail est un système pour partager les connaissances. Ils ont également dit que si vous utilisez ces connaissances, les indicateurs harmonisés internationaux sont meilleurs que la statistique officielle. Et ils sont meilleurs que les données des registres des agences ou bien les rapports ou les données proposées par les partenaires étrangers. Donc ma question à vous est la suivante. We have a warm-up activity, and I would like you. I don't see the poll up here, but Donc maintenant, nous passons au vote. that should be definitely be included. Donc choisissez deux aspects qui doivent faire partie du système informatique de l'SPE. Donc deux aspects les plus importants qui sont importants pour vous. Donc un aperçu de l'économie locale, tendance future du travail, troisièmement, croissance et déclin des affaires, des informations sur les métiers et les secteurs, et compétences et qualifications. Je vous donne 30 secondes pour lire la question et répondre. Michel, if you read these questions before we go to the result, what would you say as an expert on the topic? Michel, avant de parler des réponses, toi comme expert, quel aspect est le plus important pour toi? Si je dois choisir entre ces cinq options, je pense que les informations sur les métiers et les secteurs sont très importantes, ainsi que les compétences et les qualifications des personnes. Au sein d'un seul métier, ou bien en général, et les trois autres options sont également importantes. Il est difficile de choisir 2 sur 5. Et le choix dépend de l'objectif concret. Cela dépend du groupe cible. Parfois, il faut avoir des informations sur les secteurs et les groupes de la population. Si vous avez d'autres objectifs, vous avez besoin des autres informations. Anders, tu vas parler de l'économie verte, mais parmi ces 5 options, quelles sont les plus importantes pour toi? C'est un choix difficile parce que ces 5 éléments sont extrêmement importants, mais en Suède, nous essayons d'être des experts, de connaître les tendances. Nous voulons connaître quels sont les écarts de compétences pour être une référence pour les autres. Donc, procédons au résultat du vote. Donc, regardez. À la première place, nous avons des informations sur les métiers et les secteurs. Et deuxièmement, les compétences et les qualifications. Donc vous voyez déjà que les compétences et les qualifications sont un aspect extrêmement important. Il nous faut plus d'informations sur les compétences et les qualifications. Et c'est très intéressant pour les Allemands, je pense.
of qualifications and not so much the skills. And I Nous avons observé plus Dutch employers already were looking at skills perhaps 20 years ago, that sort of thing. So that's very good. la reconnaissance des connaissances et non pas les compétences elles-mêmes. Donc, So that ensuite, les tendances futures du travail et les deux autres aspects occupent la 4e et la 5e place. Donc, nous avons déjà le premier résultat de notre session. Donc, les compétences et les qualifications sont très importantes, ainsi que des informations sur les secteurs. Donc, je vais passer la parole tout d'abord à Michel, qui va parler des indicateurs. Ce matin, Marco de l'Université de Potsdam a déjà posé quelques questions et il a parlé de votre domaine de connaissances. Donc, parle, s'il te plaît, pour que nous, les représentants des SPE, comprenions également ce que tu veux dire. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être ici à Tallinn aujourd'hui. J'ai rencontré de très bonnes personnes ici en Estonie. J'ai rencontré les autres membres du réseau. Je vais commencer mon intervention. Je me focalise sur les informations sur le marché du travail. Oui, il y a des failles, mais nous avons tout de même besoin des données, des statistiques pour comprendre le marché du travail. J'ai beaucoup d'informations sur ce sujet, mais tout d'abord, je voudrais vous présenter l'UWV, notre SPE néerlandais. Nous avons 5 divisions, une pour l'emploi. Moi, je fais partie de cette division, justement. Ici, il y a les informations relatives au marché du travail. Nous avons 45 employés qui travaillent partout aux Pays-Bas. Nous avons 35 régions aux Pays-Bas et moi, je travaille au siège de notre organisation. Nous payons 1,5 million d'euros en tant qu'allocation chômage ou prestations d'invalidité ou des allocations maladie. Donc 1,5 million. Nous avons 22 000 d'employés en tout au sein de UWV. Quel est l'objectif des informations relatives au marché du travail? À l'époque, l'objectif principal était d'utiliser ces informations pour la conception des politiques. Mais aujourd'hui, puisque ces informations deviennent de plus en plus complètes, nous utilisons ces informations pour les employeurs ainsi que pour les chercheurs d'emploi et aussi pour les étudiants et leurs conseillers. C'est notre activité assez nouvelle. Nous l'avons commencé il y a 2 ou 3 ans. Je vais parler de ce sujet plus précisément un peu plus tard. Il faut des informations ciblées et concrètes, très spécifiques. Il faut des indicateurs valides, fiables, spécifiques et ciblés. Par exemple, quant aux chercheurs d'emploi, il est très important que ces informations sur le marché du travail soient
d'actualité mise à jour, parce qu'ils veulent trouver du travail maintenant, aujourd'hui ou demain. Mais en ce qui concerne les étudiants, ils veulent avoir des informations sur le long terme qui sont pertinents dans 5 ans également, quand ils vont terminer leurs études. Donc pour cela, il faut l'information fiable et spécifique. Mais d'autres aspects sont également importants en fonction de notre objectif. Je vais maintenant parler de 4 méthodes et des indicateurs que nous utilisons aux Pays-Bas. L'indicateur de tension. Le suivi des diplômés. Nous coopérons avec plusieurs universités et centres de recherche. Parfois, ces centres de recherche coopèrent eux-mêmes avec des universités. Donc nous, tous ensemble, on développe les indicateurs. Je vais vous présenter ces 4 méthodes très brièvement. En ce qui concerne le projet de prévision, il y a 4 ministères au sein de ce projet et d'autres parties prenantes. Et c'est 1/6 de notre budget. Nous utilisons l'aide des établissements d'études. Les prévisions sont créées pour les Pays-Bas et pour CDFOP. Ils ont des modèles d'élargissement, de remplacement et les informations pour les jeunes diplômés. On prend en compte le progrès technologique, par exemple en ce qui concerne le besoin d'élargissement, cette demande d'expansion. Donc il y a les personnes qui quittent le marché du travail à cause de la retraite ou bien d'un handicap, où ils prennent soin de leurs enfants, par exemple. Et chaque composante a sa modèle économétrique. Cela nous donne le rapport entre le rapport offre et demande. Et c'est une prévision à 6 ans. Donc nous avons effectué plus de 100 enquêtes. Nous avons des informations régionales, mais nous n'en avons pas beaucoup. Et nous avons fait des pronostics pour 35 régions. C'est une méthode qui a montré son efficacité. C'est très moderne. On ne se base pas uniquement sur les postes vacants ou bien les besoins d'expansion des entreprises. On prend en compte également les tendances de l'avenir. Et il y a ici des avantages et bien sûr des inconvénients. Parce que dans le monde, il y a une certaine incertitude, par exemple la crise du Covid-19. Et dans cette situation, il est difficile de prévoir les impacts globaux. Et donc, tous les 2 ou 3 ans, on fait des prévisions à mi-parcours. Parce que le monde change, par exemple, à cause de la pandémie. Mais en ce qui concerne les inconvénients, nous avons trouvé qu'il y a des pénuries de techniciens, de personnel médical et de soins de santé. Nous n'utilisons pas ces données concrètes dans notre travail parce que nous pensons que le suivi des diplômés nous donne des meilleurs résultats.
Ensuite, l'indicateur de tension. Cet indicateur plus moderne qui est mis à jour tous les 4 ans. C'est un rapport entre les postes vacants et les chercheurs d'emploi. Nous avons effectué 2 études. L'étude de la main-d'œuvre et l'étude des postes vacants. Ils ne sont pas très détaillés, ces études. Donc, nous avons utilisé les indicateurs alternatifs. Nous utilisons les bases de données, le web spidering. 9 SPE européens utilisent ce web spidering. Mais aux Pays-Bas, nous avons également élaboré les outils pour analyser et améliorer les données. The low educated are underrepresented in the number of online vacancies. Par exemple, il y a des groupes qui sont sous-représentés. Les personnes avec qui ne sont pas qualifiées sont moins présents en ligne. Nous avons élaboré une méthode pour avoir un aperçu de tous les postes vacants dans les régions et parmi les métiers. Et nous proposons des alternatives aux chercheurs d'emploi. Il s'agit des chercheurs d'emploi à court terme, de courte durée, parce que nous voulons cibler ceux qui cherchent un poste maintenant. Cela démontre les tensions sur le marché du travail et ce graphique concerne le 4e trimestre de l'année 2021. Donc, nous avons battu le record. La tension a été la plus élevée. Nous avions une très grande tension sur le marché du travail néerlandais. Il était de 80%. C'était sans précédent. Vraiment, il y avait une situation très tendue sur le marché du travail. Alors, nous avons 35 régions et plus de 100 professions. Vous voyez en rouge foncé un manque de main-d'œuvre dans le secteur des TIC. Donc, parmi le public, si vous êtes expert en TIC, venez aux Pays-Bas. Et tous les autres, bien sûr, aussi sont les bienvenus. Et le modérateur ajoute que oui, à l'Allemagne aussi, peut-être aussi en Suède, en Espagne. Donc, à droite, vous voyez des professions créatives, linguistiques. Donc, vous voyez dans la partie nordique, moins de tension. Et dans d'autres parties, le marché de l'emploi est en parfait équilibre. Donc, il y a beaucoup de différences entre régions. Mais pas de grandes différences dans le secteur de TIC. Alors, notre troisième méthodologie, donc en plus de cet indicateur de tension, nous avons 2 autres indicateurs. Tout d'abord, combien de temps a besoin un demandeur d'emploi pour trouver un emploi et combien d'allocations de chômage sont payées pour 100 personnes ou pour 100 personnes employées. Donc, ce sont des indicateurs que nous utilisons
Nous avons fait ici une sélection de 441 professions différentes où il y a peu de demandes. Il y a également une liste de professions avec beaucoup de demandes. Donc, les professions qu'une demande basse. Historical job mobility paths. We have millions of job seekers which put their resume Donc ici, cela dépend beaucoup des expériences préalables de la personne. Nous avons des données dans nos bases de données qui nous permettent de suivre la transition des employés d'un poste à l'autre. Nous avons les indicateurs de demande, donc selon profession. Donc finalement, l'idée est de trouver de meilleurs liens et de mieux fournir des services. Donc, il y a des professions liées où il y a plus de chances pour trouver du travail. La logistique, service clientèle, le helpdesk, par exemple aussi, le planning, coordination, le travail administratif. Donc, ce type d'image visuelle facilite la compréhension. Donc finalement, tout dépend des façons de communiquer et de la qualité des données disponibles. Ensuite, passons maintenant à la place sur le marché du travail des personnes diplômées. Donc nous avons beaucoup d'informations sur les jeunes qui viennent de finir leurs études. Et beaucoup de travail est fait, bien sûr, auprès de notre bureau statistique national. Ils obtiennent de la formation également du ministère de l'Éducation. Ensuite, un lien est créé avec les données qui sont disponibles pour nous, ainsi que les informations fiscales pour avoir un aperçu des salaires et d'autres recettes. Il y a un lien créé également avec les registres locaux des collectivités locales. Là se trouvent les données personnelles des habitants. Nous nous servons de ces données de façon combinée. Nous faisons des comparaisons avec différents sujets. Nous avons mené plus de 104 enquêtes au niveau de l'éducation, de la formation professionnelle et bien d'autres au niveau de master et de licence. C'est du travail fait à l'université d'Amsterdam. Nous avons à peu près 218 000 universitaires qui sortent des différents établissements tous les jours. Bien sûr, ceux qui obtiennent le master, il y en a moins. Il y a également des personnes qui se déplacent entre États, donc ils sortent du système. Mais tous ceux qui habitent aux Pays-Bas restent dans ces registres. Donc à n'importe quel moment, peut-être qu'on veut voir les données sur ce qui s'est passé avec ces personnes un an après la fin d'études ou un an et demi après, 10 ans d'après. Donc on peut suivre l'évolution de leur carrière. Donc vous voyez ici un exemple. Vous voyez différents indicateurs tels que le salaire horaire, combien de temps ils ont dû passer pour trouver un travail. Vous voyez affichés sur l'écran les résultats de cette analyse.
It also has long-term effects. Donc, I don't have the time to show the results after 10 years, but there is a high le temps pour trouver du travail peut aller d'1 mois jusqu'à 26 mois. Et cela a un lien direct avec le niveau de qualification. very, very large. Il y a des différences This information for professionals and schools. dues au niveau d'études. Donc, ce sont des informations qui peuvent nous servir dans les écoles. On peut déjà donner ces informations aux étudiants longtemps en avance. Graduates from a university master on the left side, the most successful types of study, accounting, econometrics, dentistry. Oui, donc nous avons également un palmarès des postes, des premiers postes de travail. Vous voyez tous les exemples ici sur l'écran. When they want to Nous nous servons de ces informations dans notre travail de communication. but these rankings Si les personnes intéressées veulent plus d'informations, ils peuvent se servir de différents outils informatiques. Donc, tout cela est fait dans notre stratégie de communication. J'arrive maintenant à mes conclusions. Nous avons besoin des indicateurs de marché de l'emploi qui soient valables, information, spécifiques, bien visés et actualisés. Bien sûr, il faut des informations qui soient actualisées, il faut faire des prévisions, mais faire des prévisions n'est pas un processus très fiable. better also use graduate tracking to get more specific. Nous pensons qu'il est mieux de suivre l'évolution de la carrière de ceux qui viennent de sortir des universités. Il faudra investir dans des indicateurs de qualité, coopérer avec des universités, avec des différents instituts de recherche. Et j'imagine que vous en profiterez grandement. Ce sont des informations qui devraient être disponibles pour les demandeurs d'emploi, pour les professionnels, pour les hommes et les femmes politiques. Et donc, la règle d'or, je dirais, c'est la qualité des indicateurs du marché du travail multipliée par la qualité de la communication. Donc, vous pouvez être un expert de la communication, mais si vous n'avez pas d'indicateurs fiables, cela n'a aucun sens. Donc, j'espère que ma présentation vous a été utile et je reste dans l'attente de vos questions. Je vous remercie. I think it was a very interesting presentation. Je vous remercie. Je trouvais cette présentation très intéressante. Topics was that you use all this information. You used to Donc, ce que vous avez dit, c'est que vous vous servez de toutes ces données, de toutes ces informations à l'intérieur de votre établissement. Vous en informez également votre hiérarchie, par exemple, mais aussi dans pour d'autres parties prenantes du marché de l'emploi, par exemple. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rendre sur place. Vous pouvez bien sûr faire tout ce travail en ligne. Vous savez dans quelle région la situation est meilleure ou pire. Alors, une question rapide. Comment éviter un cumul d'informations qui finalement est trop? Comment transmettre les informations pertinentes aux clients et aux partenaires? Oui, il y a toujours ce danger. Il faut diriger l'information vers un groupe de clients, un groupe cible. Donc c'est effectivement un travail très ciblé. Nous ne
donnons pas de l'information aux étudiants sur les indicateurs de tension, par exemple. Les demandeurs d'emploi n'ont pas besoin d'informations générales sur la situation sur le marché de l'emploi, sur le niveau de chômage, par exemple. Ils veulent tout simplement savoir pour quel métier il y a plus de demandes, pour quel métier il y en a moins. Ensuite, de différents outils de soutien qui nous servons pour sélectionner les informations pertinentes pour chacun. Donc, par exemple, si je suis secrétaire, je sélectionne les informations qui m'intéressent. Donc, des informations cohérentes. J'imagine qu'il y a un système similaire en Suède. Oui, nous aussi, nous utilisons différents moyens infotechnologiques. En ligne, il est possible de poser différentes questions et ensuite recevoir les informations les plus pertinentes. Nous essayons de rester aussi ouverts pour tout le monde que possible. Alors, est-ce qu'il y a des questions également en ligne? Ce n'est pas le cas. Je te remercie, Michel. Et ça n'est bien sorti, n'est-ce pas? Alors, je passe la parole maintenant à Inde Boubiat du Maroc, de l'ANAPEC, qui est déjà connecté avec nous. Je pense qu'il va parler français. Donc, qui veulent écouter l'anglais doivent se servir des écouteurs. Inde travaille au service de l'adéquation des compétences aux besoins du marché de l'emploi, au SPE marocain, l'ANAPEC, et récemment, son département a réorganisé le travail commercial et a commencé à utiliser des moyens intégrés. Et je pense qu'il parlera également des tendances sur le marché du travail marocain. Donc, Inde, si vous m'entendez, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, mesdames et messieurs les directeurs et représentants des services publics de l'emploi, honorable assistance, bonjour. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'ANAPEC pour ces thématiques qui constituent pour les services publics de l'emploi une base fondatrice de développement de leurs activités et d'adaptation de leur offre de services aux besoins des usagers. Donc, dans le respect de la trame de la présentation, permettez-moi tout d'abord de vous donner un bref aperçu de l'ANAPEC, ses missions, sa vision de développement, pour enchaîner par la suite vers l'essentiel de la thématique, à savoir ce que l'ANAPEC a développé comme outils et instruments afin d'avoir une base agile, d'adapter son offre de services et d'apporter des solutions pragmatiques et efficaces à la problématique d'inadéquation offre-demande en compétences. Donc, l'ANAPEC est le service public de l'emploi au Maroc. Elle a commencé ses activités en 2001. Elle est aujourd'hui sous la tutelle du ministère de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Elle est administrée par un conseil d'administration où siègent 14 départements ministériels, comme quoi la problématique de l'emploi est une problématique transversale et partagée. L'ANAPEC compte plusieurs missions qui peuvent être catégorisées selon la cible usagée. Donc, nous avons plusieurs clients, les employeurs nationaux, internationaux, les chercheurs d'emploi, les porteurs de projets. Donc, pour les employeurs, l'ANAPEC procède à la prospection, la collecte, le traitement des offres d'emploi, l'assistance dans la définition des besoins en compétences et dans le bénéfice des mesures incitatives pour l'emploi. Et pour les chercheurs d'emploi, l'ANAPEC assure l'accueil, l'accompagnement à l'insertion professionnelle, l'amélioration de l'employabilité à travers les ateliers de recherche d'emploi, le financement des actions de formation, d'adaptation et qualifiante et le rapprochement par rapport aux offres d'emploi existantes.
Pour les porteurs de projets, l'ANAPEC accompagne les porteurs de projets dans la phase pré-création. Et puis, l'ANAPEC dispose également de missions d'ordre institutionnel et d'ingénierie à travers la conception et l'élaboration des référentiels métiers et compétences et également à travers la délivrance régulière des informations sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, l'ANAPEC compte 88 agences, 12 agences universitaires et 662 cadres. Grâce au renforcement de la position de l'ANAPEC a pu développer sa base de données clients pour dépasser les 1 million d'inscrits chercheurs d'emploi dans sa base de données. Nous réalisons 950 000 insertions durant les 10 dernières années. Nous avons réalisé 17 500 bénéficiaires des programmes d'amélioration de l'employabilité en moyenne chaque année. Et puis en 2020, nous avons collecté et traité 97 506 offres d'emploi et nous avons accompagné plus que 6 000 porteurs de projets dans la création de leur entreprise pour aboutir à la création de 2063 TPE et activités génératrices de revenus. Pour ce qui est de la vision de développement de l'ANAPEC se veut être un service public de l'emploi de proximité, universel et inclusif, en consolidant son leadership à travers l'ancrage territorial, le positionnement institutionnel renforcé et le but étant de délivrer une prestation répondant aux besoins de tous les territoires et toutes les catégories de citoyens. Donc pour ce qui est de la thématique d'aujourd'hui, partant de l'importance de la connaissance du marché de l'emploi pour les services publics de l'emploi, l'ANAPEC a développé un dispositif intégré de veille sur le marché de l'emploi. Le but étant de disposer de toute une plateforme factuelle et agile pour adapter son action en faveur de la promotion de l'emploi et de l'amélioration de l'employabilité. D'autres éléments de contexte ont été également précurseurs du développement de ce dispositif, donc notamment les missions de l'ANAPEC et sa responsabilité en tant qu'acteur actif de promotion de l'emploi. Le besoin d'informations tangibles et détaillées de par tous les acteurs des écosystèmes emploi et formation, qui sont d'ailleurs les partenaires de l'ANAPEC, et qui considèrent ces informations comme outils d'aide à la décision et pour mieux orienter le développement de leurs stratégies et leurs actions. L'émergence de l'approche par compétences, qui aujourd'hui constitue le modèle de développement des politiques actives pour l'emploi et des programmes de formation, et puis les opportunités qualitatives et d'échelle qui sont offertes par la digitalisation et l'intelligence artificielle. Donc, tous ces éléments de contexte ont été précurseurs de développement de notre dispositif de veille sur le marché de l'emploi, qui est composé d'un ensemble d'outils et instruments, dont principalement la campagne de veille prospective. Donc, la campagne de veille prospective est une enquête qui est faite auprès des employeurs de l'ANAPEC. C'est sous forme de questionnaire qui est administré aux employeurs. Mais cette campagne a été revisitée, a été améliorée grâce à la digitalisation pour aboutir aujourd'hui à une campagne de veille nouvelle génération. Le développement d'une veille digitale basée sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'ANAPEC dispose de sa propre plateforme de veille digitale sur le marché de l'emploi. L'instrumentalisation et la digitalisation de la prospection à travers un dispositif dédié, labellisé Accompagnement Pro, partant du principe que la prospection constitue un levier de développement de la connaissance du marché de l'emploi et d'optimisation de l'action de l'ANAPEC en faveur de l'adéquation post-profil. Quatrième composante, c'est les études et enquêtes qui sont réalisées par l'ANAPEC et où la compétence est une thématique exclusive ou partielle. Et puis le développement de la prosectorielle qui constitue une passerelle de partenariat avec les différentes associations et groupements professionnels et qui permettent justement d'assurer le lien permanent avec ces groupements professionnels pour mieux connaître leurs besoins en recrutement et adapter les services à ces besoins en fonction de leurs spécificités. Donc, je vais commencer par la première composante, qui est la campagne de veille prospective. Donc, l'ANAPEC a lancé sa première campagne de veille prospective en 2007. Donc, elle consiste à administrer un questionnaire auprès d'une cible d'employeurs
Auparavant, c'était principalement les clients de l'ANAPEC. Donc, le but étant d'identifier leurs perspectives de recrutement et de formation d'adaptation à court et à moyen terme et d'adapter l'offre de services de l'ANAPEC et les prestations à ces besoins. Cette campagne de veille a été revisitée, a été améliorée grâce à la digitalisation. Donc, c'était un apport positif de la crise Covid. Et à travers cette digitalisation, nous avons gagné en performance puisque la veille prospective est devenue moins chronophage et peu coûteuse pour l'ANAPEC. Aussi, ça a permis d'augmenter le taux de participation des employeurs et la représentativité de la cible, et aussi de se concentrer essentiellement sur la fiabilité des données recueillies et leur concrétisation. Donc, sachant qu'aujourd'hui, à travers la digitalisation, nous avons intégré d'autres thématiques qui sont beaucoup plus conjoncturelles et qualitatives et où la compétence constitue un axe primordial maintenant dans toutes les campagnes de veille prospective. Donc, les résultats de l'enquête de veille prospective constituent un intrant principal de l'organisation de l'ANAPEC, de l'activité de l'ANAPEC, surtout pour tout ce qui est attrait à la conception de la carte de formation qualifiante, qui constitue pour l'ANAPEC déjà une opportunité de reconversion pour les personnes qui ont des difficultés d'insertion vers des emplois métiers qui sont les plus demandés. Et c'est des formations qui sont financées par l'ANAPEC. Et aussi, les résultats de la veille prospective permettent à l'ANAPEC de mieux connaître les disparités territoriales et les spécificités sectorielles pour apporter des programmes d'accompagnement qui sont adaptés à ces critères et à ces disparités. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième composante, qui est la veille digitale basée sur l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, l'ANAPEC dispose de sa propre plateforme de veille digitale. Cette plateforme permet d'assurer une veille permanente sur le marché de l'emploi à travers la collecte des données qui sont disponibles sur le web. Donc, cette plateforme réalise du web scrapping de toutes les offres qui sont diffusées sur les job boards. Donc, elle permet de consolider et de traiter les différentes informations et puis d'identifier les tendances et les extrapolations futures par rapport aux évolutions de ces perspectives de recrutement à travers les différentes structures et les différentes ramifications, que ce soit par emploi métier, par secteur, par territoire. Donc, ce qui facilite la compréhension du marché de l'emploi et l'adaptation des prestations offertes aux usagers de l'offre de services de l'ANAPEC. Donc, la plateforme repose sur des techniques, la big data, le business intelligence et l'intelligence artificielle. Et comme je l'ai signalé, elle repose essentiellement sur les offres d'emploi qui sont disponibles, je dirais, sur les différents job boards et sur le principe du web scrapping. Donc aujourd'hui, nous sommes en train également d'intégrer la composante compétences dans cette plateforme pour mieux cerner les besoins en compétences du marché de l'emploi. Pour ce qui est de la troisième composante du dispositif de veille sur le marché de l'emploi, donc il y a l'instrumentalisation et la digitalisation de la prospection à travers un dispositif dédié, labellisé Accompagnement Pro. Donc aujourd'hui, l'ANAPEC a mieux organisé son activité commerciale partant du fait que la prospection est un levier pour mieux connaître les besoins du marché de l'emploi. Et ce dispositif, il est basé essentiellement sur la digitalisation et est doté de plusieurs outils, notamment des fiches d'aide à l'activité commerciale, des scripts de prospection téléphonique, une valise commerciale digitalisée, un mode opératoire, mais surtout une plateforme d'agrégation des offres d'emploi des différents job boards qui constitue pour les conseillers en emploi un outil pour mieux cerner les besoins en recrutement des employeurs potentiels qui ne sont pas clients de l'ANAPEC. Donc, il s'agit beaucoup plus de prospects, ce qu'on appelle les prospects tièdes, et également de mieux connaître les besoins en compétences à travers les différentes descriptions d'offres d'emploi.
Quatrième composante du dispositif de veille, c'est les différentes études et enquêtes avec la compétence comme thématique exclusive ou partielle, qui sont réalisées soit par ou avec l'ANAPEC. Donc, l'ANAPEC réalise régulièrement en partenariat avec des organismes nationaux et internationaux des enquêtes en vue d'identifier les besoins du marché de l'emploi et surtout les besoins en compétences. Et dernièrement, nous avons réalisé 2 études avec l'OIT dans le cadre du projet STED AMT. Donc, le premier concerne le secteur de l'IT offshoring et la filière biscuiterie, chocolaterie, confiserie. Le but étant d'identifier leurs besoins en formation d'adaptation pour réduire le gap entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi pour ces 2 secteurs. Et nous avons piloté une enquête sur l'impact de la crise Covid sur le besoin en requalification et perfectionnement des compétences pour des secteurs qui ont connu un impact de la crise Covid, que ce soit impact positif ou négatif, notamment l'écosystème tourisme, hôtellerie, restauration, l'aéronautique et la plasturgie qui a pu tirer profit de la crise Covid en développant ses activités et en trouvant d'autres opportunités de développement. Le but de cette étude est de concevoir une base consultative de maintien et de développement de l'emploi en temps de crise par la requalification et le perfectionnement des compétences. Donc, dernière composante du dispositif, c'est l'appro sectorielle. L'ANAPEC a développé toute une approche qui consiste à créer une passerelle de partenariat et de communication avec les différentes associations et groupements professionnels. Donc, le but étant vraiment de suivre l'agilité de l'évolution de leurs besoins en recrutement et en formation d'adaptation pour mieux les connaître déjà et pour mieux y répondre à travers des programmes d'adaptation, notamment des programmes de formation qui sont financés par l'ANAPEC et où les groupements professionnels sont les commanditaires. Donc, à travers ce dispositif, l'ANAPEC dispose d'une solution intégrée pour mieux observer le marché de l'emploi, mieux connaître ses besoins, réaliser les disparités entre les territoires, entre les secteurs, et le but étant vraiment d'être un acteur actif dans la promotion de l'emploi et l'amélioration de l'employabilité. Merci. Thank you very much, Hint. I needed to listen. Je vous remercie. J'avais besoin d'entendre l'interprétation vers l'anglais, l'interprétation vers l'anglais jusqu'à la fin. Oui, une présentation très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ou bien en ligne? Je regarde l'heure, on a le temps. Voici, une question de la salle. Bonjour, François Dumora de l'Organisation internationale du travail. En fait, ma question est liée aux deux intervenants, puisque les deux présentations, je trouve, sont très complémentaires. Et ma question va peut-être directement à notre collègue des Pays-Bas. Dans votre présentation, vous avez indiqué comment vous mesurez les tensions sur le marché du travail, en comparant les offres d'emploi et les demandes d'emploi, enfin les demandeurs d'emploi enregistrés. Pour autant, on sait bien qu'il y a le phénomène du marché caché. C'est-à-dire que les offres d'emploi, ce n'est que le marché ouvert, c'est-à-dire les entreprises qui font une démarche de déposer une offre d'emploi. Et généralement, plus de la moitié, selon les pays, des entreprises recrutent sans déposer une offre d'emploi. Ce qui peut donc introduire un biais dans le calcul des tensions du marché du travail. Et donc je voulais savoir comment vous intégrez cette notion du marché caché dans le calcul des tensions du marché du travail. Est-ce que par exemple, comme le Maroc, vous faites des enquêtes sur les besoins de main-d'œuvre, ou est-ce que vous étudiez les données sur la déclaration, des déclarations annuelles d'embauche, par exemple, ou des choses comme ça, pour avoir une réalité du nombre de personnes qui travaillent dans un secteur? Je prendrai un exemple pour terminer ma question. Vous preniez l'exemple des secrétaires.
on peut penser que le marché n'est pas tendu sur le métier de secrétaire, mais on sait aussi que de nombreux employeurs qui ont besoin d'embaucher une secrétaire ne vont pas déposer une offre d'emploi, parce que justement, ils trouvent facilement. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'emploi dans le métier du secrétaire. Je ne sais pas si ma question était claire. Merci. Yes, thank you very much. I think it was clear. Maybe we start with Michel. Oui, je vous remercie. Oui, la question était claire. On commence par Michel. Donc, ce marché caché, comment l'englober dans notre travail? Je pense que aux Pays-Bas, l'économie informelle n'est pas aussi répandue que dans d'autres pays. Les offres d'emploi publiées ou les offres d'emploi ouvertes, disons, et la ratio change dans le temps, donc change continuellement. Nous avons fait des calculs, oui, en se basant sur des données du fisc. Et donc, eux, ils disent qu'ils ont un aperçu de plus de 95% des offres d'emploi. Donc, il n'y a qu'un 5% qui leur échappe. Par exemple, dans le secteur des TIC, 99% d'offres sont disponibles, visibles, publiques. Dans le secteur d'agriculture, c'est autour de 45-50%. Agriculture, we double the number. So we weigh the data to get it representative. Donc la différence dans les données dans le secteur de TIC, c'est 1%, mais dans le secteur d'agriculture, c'est presque la moitié. Int, est-ce que vous voulez répondre à la même question? Vous aussi, vous avez dit que vous utilisez la technologie de web scraping et non pas uniquement les résultats de vos propres enquêtes. Oui, effectivement, parce que du moment qu'il y a plusieurs informations, qu'il faut quand même apporter une information qui soit le plus exhaustive et la plus proche des besoins du marché de l'emploi, tout en prenant en considération les spécificités du marché ouvert et du marché caché. C'est pour cette raison que nous avons pensé à l'élaboration et à la conception de ce dispositif qui est pour nous un dispositif complémentaire et intégré, qui intègre ce qui est diffusé comme offre d'emploi à travers les job boards, donc le marché ouvert, mais également le marché caché qu'on est en train de prospecter à travers le ciblage de tous les employeurs, quel que soit leur niveau de bénéfice de l'offre de service de l'ANAPEC, également leurs besoins en recrutement. Donc on ratisse vraiment très large. On intègre dans notre prospection différentes typologies d'employeurs, donc ce qu'on appelle les prospects froids, les prospects tièdes, les prospects chauds, et bien entendu la fidélisation et la reconquête de nos clients. Donc le but étant vraiment de couvrir toutes les offres d'emploi qui sont disponibles, que ce soit exprimées ou non exprimées, et même les offres d'emploi potentielles. Donc c'est pour cette raison que nous avons pensé à tout ce dispositif qui a pour but d'intégrer toutes les sources de données et bien entendu y compris les enquêtes qui sont réalisées auprès des employeurs, que ce soit dans le cadre de la veille prospective ou dans le cadre des différentes études effectuées par l'ANAPEC. All right, thank you very much, Hind. Further question, Australia. Merci, Hind. Donc, une question d'Australie. Merci, Michel. Moi, je représente le domaine des arts. J'ai étudié dans ce domaine. Et dans vos graphiques à gauche, nous avons vu les informations. Est-ce qu'ils changent avec le temps? Les entreprises nous disent
que cela ne nous intéresse pas si la personne est un ingénieur qualifié ou pas. Ils veulent juste que la personne puisse écrire le code. Je pense que dans la situation de tension sur le marché du travail, oui, c'est vrai. Mais si l'offre est plus élevée que la demande, la situation est autre. Beaucoup d'entreprises disent qu'il est important pour eux quel est le niveau d'éducation de l'employé. Si le chercheur d'emploi n'a pas d'éducation requise, ils vont choisir quelqu'un d'autre. En ce qui concerne la plupart des métiers, c'est tout à fait clair. Si quelqu'un veut travailler en tant qu'infirmière, il faut avoir un certificat professionnel. Et parfois, non pas seulement ce certificat est requiert, mais aussi des compétences qui surpassent ce niveau de base d'éducation. En ce qui concerne la question sur le suivi des diplômés, donc nous les suivons 10 ans après parce que nous estimons que l'impact de l'éducation devrait diminuer avec le temps. Qu'est-ce que nous avons observé? Au niveau licence et études secondaires, l'impact de l'éducation n'a pas changé. Il est resté le même. Mais l'impact de l'éducation supérieure a augmenté avec le temps. En ce qui concerne la médecine, ou le domaine de comptabilité, par exemple, si vous avez des ressources humaines suffisantes et il n'y a pas beaucoup de concurrence sur le marché du travail, vous pouvez accumuler votre capital en ressources humaines, vous pouvez former vos travailleurs et leur qualité augmente. Labour market data demonstrates that a level 3 and a bachelor degree are earning the same money 10 years later. So. En Australie, nous avons un système qui montre nous avons des données qui nous montrent que la rémunération des personnes qui ont une éducation supérieure n'augmente pas. Oui, bien sûr, les personnes très qualifiées gagnent plus que les moins qualifiées, mais au sein de ces groupes, il y a des disparités. Par exemple, s'il s'agit de l'architecture ou de la littérature, les personnes qui ont acquis leur éducation dans ce domaine, ils gagnent moins que quelqu'un qui a fait la formation professionnelle, qui a étudié quelque chose de très spécifique. Par exemple, les opérateurs des processus industriels gagnent 60 000 € par an. C'est très intéressant. Donc, revenons à nos sujets. Je passe la parole à M. Gutiérrez Ardoy. Vous êtes secrétaire général de l'ESPE espagnol. Vous allez parler des besoins en formation. Nous n'en avons pas encore parlé. Et vous allez également parler de développement de vos capacités. Donc, nous passons au niveau de la gestion maintenant. Buenos días y muchas gracias. Y encantados de estar en Estonia. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie d'être à Tallinn.
Nous sommes très bien reçus ici. C'est un très bel endroit. Cet immeuble était très intéressant. À l'époque, c'était un immeuble industriel. Maintenant, c'est un centre culturel. Et ils se sont réinventés. Et je pense que les SPE devraient se réinventer également. Il est très important qu'ici, il y a les représentants des SPE de 5 continents. Nous avons quelques problèmes communs, surtout s'il s'agit des informations. Nous avons besoin des informations adéquates sur les personnes qui cherchent l'emploi. Et nous avons également besoin de bonnes informations pour élaborer les politiques du marché de l'emploi. Moi, je travaille dans l'SPE espagnol. Nous avons une réforme en 2022. Donc, en Espagne, un nouvel système sera mis en place. Maintenant, nous avons à peu près 8000 travailleurs. En Espagne, nous avons 17 régions autonomes. La situation est un peu comme en Allemagne. Ces régions, tous ont leurs compétences dans les sujets liés au marché du travail. Nous, dans notre SPE, nous dirigeons toute la politique dans ce domaine en Espagne, mais en fait, le travail concret est fait par les SPE régionaux. Nous coopérons activement avec les collectivités locales pour qu'ils puissent mettre en œuvre notre politique du marché du travail. Il est toujours mieux de cibler très précisément pour pouvoir répondre aux besoins locaux. Donc notre objectif est de recenser les besoins du marché du travail et de détecter les besoins en formation. En tant que SPE, nous devons être en mesure de recenser et de détecter ces besoins en formation. Et c'est nécessaire pour développer des programmes de formation dans les secteurs différents, ainsi que en général pour tous les secteurs. Et nous avons aussi un objectif très important de développer le service en orientation professionnelle holistique pour les chercheurs d'emploi ainsi que pour les employeurs. Nous devons avoir un vue d'ensemble sur la situation. S'il s'agit des petites entreprises, il nous faut savoir les tendances sur le marché du travail pour savoir quels sont les besoins. Ici, je voudrais souligner qu'il est important de s'assurer qu'il n'y ait pas de 10 services différents pour chaque personne qui cherche un emploi. C'est notre cadre juridique et il faut un bon financement pour réaliser nos objectifs. Donc, nous devons nous assurer que nous sommes en mesure de proposer cet accompagnement aux personnes. Donc, nous participons à un nombre de projets, par exemple dans le cadre du programme New Generation EU. Nous essayons de recenser les besoins en formation et trouver les outils
pour les chercheurs d'emploi ainsi que pour les employeurs. Nous sommes en train de créer un réseau de centres d'orientation et d'innovation pour l'emploi et nous avons le système SEND-AT qui est un outil intelligent d'aide à l'orientation. Il a été conçu en coopération avec l'OCDE. En ce qui concerne les besoins en formation, il nous faut une méthodologie qui est la même pour les secteurs différents. Il nous faut développer un outil informatique multicanal qui aide à la détection des besoins et fournissent aux travailleurs en activité et sans emploi d'avoir des informations sur les besoins en formation correspondant à leur profil. Donc, cette méthode sera lancée en 4e trimestre 2023. Nous avons aussi le réseau des centres d'orientation. Ce sont des centres physiques. Dans chaque région autonome, il y a un centre d'orientation. C'est l'endroit où il est possible de réunir toutes les méthodes que nous utilisons dans nos conseils aux chercheurs d'emploi. Nous essayons de relier tous les systèmes différents de conseils et toutes les bonnes pratiques sont au service de toutes les personnes dans cette région. Et nous sommes très heureux que nous sommes capables de réunir vraiment toutes ces informations et personnes. Parce que c'est important du point de vue du dialogue social. Il nous faut un dialogue avec toutes les parties prenantes. C'est le seul moyen d'atteindre les résultats durables. Quant à nos activités, nous élaborons des programmes communs d'activation pour l'emploi. Nous avons renforcé notre système, nous avons ajouté 3000 personnes chargées de l'orientation parce que nous savons qu'il nous faut des personnes. Oui, le développement technologique est très important, mais ce sont les personnes qui utilisent ces outils et pour cela, il nous faut de bonnes personnes. Nous avons besoin des personnes qui travaillent avec ces outils et grâce à cela, nous pouvons voir quelle méthode fonctionne et quelle méthode ne fonctionne pas. Donc nous avons cet outil SEND-AT qui est lié aux bases de données. Cet outil utilise la Big Data et nous donne des informations pour savoir quel est le meilleur service pour telle ou telle personne qui vient chez nous. Grâce à cela, nous pouvons élaborer un bon planning pour cette personne. Nous nous servons des données statistiques, des besoins en formation. Nous voyons quels sont les besoins en formation sur le marché du travail et quelle est la situation dans les régions. Et comme ça, nous pouvons faire des recommandations en ce qui concerne les métiers. En juin, ce sera notre première évaluation de l'OCDE et nous verrons
l'impact de la crise du Covid-19 sur la situation, parce que souvent, la crise a un bon impact, un impact positif, parce qu'elle nous aide à développer nos services. Nous avons aussi reçu beaucoup de feedback positif sur le développement de nos outils. Dans notre SPE, nous avons le système de suivi des métiers qui nous permet de surveiller tous les services, toutes les possibilités d'emploi dans tous les secteurs, au niveau local ainsi qu'à l'échelle nationale. C'est un outil qui nous permet d'améliorer la communication entre les bases de données différentes. Il s'agit des informations qui peuvent être utilisées pour améliorer le passage de l'information d'une base à données à l'autre. Il s'agit des informations quantitatives sur les salaires, par exemple, mais l'information qualitative est également très importante. Nous avons un réseau des systèmes d'information et il est important de comprendre quelles sont les attentes du marché du travail. Un autre projet technologique de ces dernières années que nous avons utilisé, c'est Léo. Il s'agit d'un outil qui nous permet de voir en temps réel, grâce à la lecture des offres d'emploi, quelle est l'information présentée dans ces offres d'emploi. Nous avons lancé ce projet en juin 2021. Nous avons effectué une analyse profonde dans notre portail des offres d'emploi. Nous avons utilisé ces offres d'emploi de ce portail et nous avons vu qu'il y a de nouveaux métiers qui manquent dans notre classification. Souvent, il y a des informations très utiles dans les offres d'emploi. Par exemple, où on cherche des employés, quelles sont les compétences nécessaires. Mais souvent, le code du métier manque. Et parfois, il arrive que ce code n'existe même pas parce que le marché est en constante évolution. Hay ocupaciones que actualmente no están codificadas ahora mismo. Donc, il existe des métiers qui n'ont pas encore leur code. Dans ce cas-là, nous attribuons un code à ce métier automatiquement. En janvier 2021, nous avons lancé un projet pilote pour voir si cette attribution automatique est vraiment correcte. Donc, nous avons utilisé l'algorithme de traitement de langage naturel. Et Léo est capable de bien identifier le métier à 80% de cas. Donc, grâce à cela, nous avons un très bon lien entre le besoin en formation et les métiers. Comme je l'ai déjà dit, nous effectuons une veille qui nous permet de savoir quels sont les besoins sur le marché.
utilidades y ventajas potenciales de este Nous avons analysé 25 000 offres d'emploi et le taux de réussite est de 80%. Donc nous pouvons améliorer le système d'offres d'emploi parce que nous avons un système de code fiable et homogène. con esta tecnología como experiencia, formación, etcétera. Et on pourrait également ajouter des informations, par exemple, sur les formations ou bien les qualifications de la personne. Al servicio de todos los servicios públicos de empleo regionales, asociar Nous sommes como ventaja, asociar las necesidades leaders a la oferta formativa du domaine du marché du travail dans notre pays parce que nous soutenons les agences locales. muy importante a través del análisis de los errores o faltas Et il est également important que nous pouvons voir quels sont les nouveaux métiers oficinas de empleo, créés sur le marché. Nous aidons les techniciens, les personnes qui travaillent dans les SPE también el envío de identifier con la ocupación asociada en formato quel est le rapport entre l'offre et la demande sur le marché. optimizar recursos, reducir errores y plazos, evolucionar Et il est plus facile más automatizado. d'ajouter nos offres d'emploi dans le système EORES grâce au format ISCO et ESCO. Humanista, de esa necesidad de que, Nous de que a la tecnología le utilisons un algorithme inclusif, humain, parce que oui, nous avons toujours des technologies, mais il faut toujours ajouter l'être humain, parce que la technologie à elle seule ne permettra pas d'atteindre nos objectifs. Con esto acabaría inicialmente mi presentación y quedo a Donc, para cualquier pregunta. Muchas gracias. les employeurs se servent de ces outils pour trouver un bon employé. Merci beaucoup. Je suis dans l'attente de vos questions. Michel already said, you know, there's so many indicators and for what you can use it, and you gave Merci beaucoup. Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'indicateurs qu'on peut utiliser. Vous avez dit que vous utilisez les big data et il y a beaucoup d'informations dans forecast the training ce nuage. a little bit later. So we will also Et vous avez expliqué comment vous utilisez ces données pour identifier les besoins en formation. Nous avons commencé un peu plus tard que prévu et nous allons terminer un peu plus tard que prévu. Donc maintenant, les questions-réponses sur data is used, and the floor is yours. ce discours. Donc, Responsible within the je passe la parole for labor market forum. à Monsieur Anders Ljungberg. Thank you very much for Vous travaillez this opportunity to à l'SPE suédois. the green economy. And Vous vous occupez des prévisions said, my name is du marché, des compétences at the analysis department. des chercheurs d'emploi. Donc, bonjour, je m'appelle Anders Ljungberg. Swedish labor market and in Je travaille dans la division d'analyse de l'SPE suédois et je vais parler des nouvelles compétences qui sont nécessaires dans une économie verte. Mais tout d'abord, quelques mots sur of the labor market. l'emploi en Suède. Bien sûr, notre objectif est de About 11,000 employees. soutenir les personnes qui cherchent leur emploi. Nous avons 11 000 travailleurs. Dans le passé, ce chiffre était plus élevé. Il y avait 15 000 travailleurs. Mais maintenant, il y a la réforme de la politique de l'emploi en Suède. Cela veut dire que beaucoup de nos activités font maintenant partie du secteur privé. Staff and also have had a bit Donc c'est pour cela que le nombre de nos employés a diminué, ainsi que notre budget. of course we have this role of contributing to a well-functioning labor market.
And we have On peut dire que main objectives notre objectif est d'assurer que le marché du travail fonctionne bien. Et nous avons 3 objectifs principaux. Premièrement, relier les chercheurs d'emploi et les employeurs. Deuxièmement, soutenir la croissance de l'emploi sur le long terme. Et le troisième objectif, prioritize those that are c'est removed from the labor market. And of course, then we also have some other important de prêter plus d'attention à ces personnes qui ont le plus de difficultés pour entrer sur le marché du travail. Et bien sûr, il faut diminuer le chômage des jeunes, le chômage à long terme et le chômage des nouveaux immigrés. general. She is appointed by the government, and also our deputy Notre dirigeant, c'est le directeur général nommé par le gouvernement public home service, et le vice-directeur est également nommé par le gouvernement. Mais en ce qui concerne les autres postes de travail, c'est notre propre responsabilité, concern. comme en Suède en général. Nous avons aussi le Conseil qui fait les décisions stratégiques. What is then happening now at the Swedish labor market and Swedish Donc, que se passe-t-il actuellement quite interesting dans l'économie suédoise et sur le marché du travail suédois? in Sweden, especially in the north. On voit beaucoup d'investissements dans le secteur vert, surtout Renewable au nord de la Suède. Nous voyons de nouvelles entreprises and of course dans les secteurs des énergies renouvelables, expansion par exemple. Donc le gouvernement suédois veut favoriser l'élargissement de l'économie verte en investissement également dans l'économie verte. Mais il y a un mais ici, ces nouvelles entreprises qui sont créées ont besoin which means then that there is a des travailleurs qualifiés. because Cela veut dire que Sweden is that the il y a une concurrence sur ce marché des travailleurs qualifiés. En Suède, nous avons un taux de chômage très bas en général. La main-d'œuvre vieillit. is a concern how can we supply then with labor to northern parts Donc nous avons during these circumstances, ce problème. and also that Comment proposer assez de main-d'œuvre au nord de la Suède actuellement? there is many La situation économique est très bonne en Suède. Le chômage est en baisse. Il y a beaucoup d'offres d'emploi. this is quite a challenge then Donc, to help these investments taking les secteurs différents change. sont en situation de concurrence entre eux pour obtenir les meilleurs employés. We have seen that there has been Pendant la pandémie, nous avons quand même vu que a lot of focus on digitalization, automation, il y a un changement structurel sur le marché du travail. Nous avons la numérisation, l'automatisation, et tout cela fait partie de l'avenir du marché du travail. Cette tendance made it the bigger structural a commencé avant la pandémie, mais nous pensons que la pandémie a accéléré ce changement. Donc c'est un changement structurel sur le marché du travail. Nous voyons que le marché suédois est en déséquilibre. in-demand skills. Nous avons beaucoup de Risk for sans-emploi enregistrés et ils ne possèdent pas les compétences qui sont nécessaires sur le marché. Donc, and also le chômage de longue durée est à un niveau assez élevé depuis longtemps déjà. previously made Donc, ce n'est pas une nouvelle pour nous. Nous avons connu cette situation même dans le passé. En Suède, probability that you il faut favoriser la formation tout au long de la vie. scaling of your competence, maybe you have to find a new diploma and so on. So La probabilité que la personne doit changer, doit obtenir de nouvelles compétences plus tard dans la vie a augmenté et nous,
faisons de notre mieux pour soutenir ces personnes dans leur formation tout au long de la vie. Je pense qu'il est important de noter qu'il faut que notre système éducatif soit flexible. Ici, je voudrais montrer un peu plus précisément d'où vient ce déséquilibre suédois. Donc, ici, il y a les années entre 2006 et 2021. Il y a 3 lignes. Une ligne foncée, c'est-à-dire chômage moins de 6 mois, puis la ligne verte, qui signifie chômage pendant 6 jusqu'à 12 mois, et la ligne orange signifie le chômage de plus de 12 mois. Comme dans la plupart des pays, nous avons eu la crise financière en 2009 qui a fait augmenter le chômage. Et ce qui est arrivé après, c'était que le chômage de longue durée, c'est-à-dire le chômage de plus de 12 ans, a augmenté et s'est stabilisé à ce niveau. Nous parlons de à peu près 50 000 personnes. Et pendant la pandémie, ce plateau a augmenté encore. Donc maintenant, nous avons à peu près 170 000 personnes qui ont été au chômage depuis 12 mois. On craignait que ce chiffre serait même plus de 200 000 personnes. Et c'est un défi pour nous en Suède. Il est important d'éviter le chômage à long terme. Donc maintenant, nous avons des chômeurs de longue durée qui sont beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Leur part a augmenté. Donc il faut un système d'amélioration des compétences qui correspondent aux changements sur le marché du travail. Avec la pandémie, cela est devenu plus important parce qu'il y a eu des changements structurels sur le marché du travail. Nous savions même auparavant que la formation est importante, mais maintenant, après la crise, nous comprenons même mieux que c'est extrêmement important. Il nous faut des mesures pour éviter le chômage à long terme, pour le prévenir. Donc plus la personne reste au chômage, plus il est difficile pour cette personne de trouver un emploi. On perd l'expérience, les contacts, les connaissances ne sont plus d'actualité. Donc cette mesure, cette dimension temporaire est très importante en ce qui concerne le chômage. Donc nous essayons de prévenir le chômage à long terme. Way, not the only way, not the only solution, but one way trying to help to solve the problem, and the problem is. Alors, pas la seule possibilité, mais l'une des possibilités de trouver une solution à ce problème. Jobs are growing. We need to supply with skilled labor to the northern part of Sweden. Au nord de la Suède, par exemple, où nous avons de grandes entreprises qui commencent à s'opérer, mais il y a un manque de main-d'œuvre. Mais les demandeurs d'emploi actuels ne correspondent pas quant à leurs compétences. Donc nous avons, pour résoudre ce problème, nous avons lancé un projet. Ça s'appelle Relocate, un projet de collaboration entre nous, du patronat et les collectivités locales, financé par le Fonds social européen. C'était un programme qui aurait dû se lancer déjà avant la pandémie, mais a été donc repoussé. Donc c'est une initiative pour animer les personnes à se déplacer d'autres régions dans la région où il y a
de l'emploi. Nous avons un groupe cible, ce sont des chômeurs de longue durée qui ont entre 18 et 55 ans. Donc avant, on essayait de pousser les gens à déménager dans l'autre direction. Maintenant, on essaie qu'ils s'installent justement dans le nord de la Suède. Et bien sûr, c'est compliqué parce qu'on ne parle pas d'une personne, mais tout le ménage, donc toute la famille qui doit se déplacer et s'installer dans le nord du pays. Alors, qu'avons-nous découvert jusqu'à présent? Comme j'ai déjà insisté plusieurs fois, la Suède investit dans tout ce qui est bon pour l'environnement, mais ces entreprises ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Ils cherchent ces employés, pas uniquement en Suède, mais également d'autres pays. Ils comprennent qu'il y a une vraie demande pour ces nouvelles compétences. Je viens de dire également que malgré le fait que nous avons un nombre assez élevé de demandeurs d'emploi, le dernier chiffre donc, indiquant le chômage était 6,9%. C'est à peu près 347 000 personnes. Mais parmi ces 347 000 demandeurs d'emploi, environ 100 000 ont été au chômage pendant plus de 2 ans. Et donc c'est un groupe qui est en constante augmentation, un véritable défi pour nous. Nombreux d'entre eux sont au chômage depuis très longtemps. Donc il y a un certain déséquilibre dans ce système et ce manque d'équilibre est en train de devenir un problème croissant. Donc une des façons pour s'en sortir dans une telle situation, c'est le programme Relocate, un problème de déplacement. Donc ceux qui participent reçoivent une formation et ceci devrait suffire pour qu'ils puissent ensuite trouver un travail. Une autre demande importante pour les participants à ce programme est que les personnes eux-mêmes doivent choisir un endroit suffisamment proche de leur nouvel emploi. Et ils seront employés selon leurs compétences existantes. Donc, presque 250 employés se sont déjà déplacés vers cette région. Nous croyons que c'est un nombre croissant. Nous ne sommes qu'au début de notre programme. Je vous remercie. J'espère que ma présentation vous a paru intéressante. Merci beaucoup. Effectivement, des questions très intéressantes. Hier, je pense que c'était le représentant de l'OIT qui parlait de grandes tendances et vous en avez parlé également, donc le verdissement de l'économie. Mais en même temps, un manque de déséquilibre sur le marché de l'emploi car les personnes compétentes sont en manque. Gerardo a également parlé de même chose. Vous utilisez de big data pour informer vos chercheurs d'emploi sur quelles compétences faudrait-il développer. Donc, avez-vous des questions dans la salle? En ligne, il n'y a pas de questions, mais peut-être dans la salle. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais conclure
ce panel avec une question sur slido.com. Donc, s'il vous plaît, trouvez vos smartphones. Voici la dernière question qui touche tout particulièrement la dernière présentation. Le verdissement sur le marché de l'emploi est une des grandes tendances. Lee a parlé de 3 grands chemins, donc la décarbonisation, le verdissement, la numérisation. Donc comment ce fait d'être plus respectueux de l'environnement impacte la demande pour certaines compétences. Donc quelles tendances ont le plus d'impact sur la demande de compétences ou le développement de nouvelles compétences dans votre pays? Vous avez ici la numérisation, la décarbonation ou le changement démographique. Quelqu'un a déjà parlé du fait que la décarbonation ou la diminution des émissions de CO2 n'ont aucun impact. Il y a une question en ligne posée à Anders. Alors, combien de personnes se sont déjà déplacées pour des raisons de travail en Suède? Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un programme nouveau, lancé au début de l'année. Je n'ai pas de chiffres final, mais il y a un mois, il s'agissait d'à peu près 250 demandeurs d'emploi. Right. A further question from Sri Lanka. Une question de Sri Lanka. Good afternoon, Mr. Anders. You mentioned that Bonjour, Monsieur Anders. Vous avez fait référence au groupe cible et que les personnes handicapées en font partie. Nous avons un grand problème dans notre pays. Il est très difficile d'intégrer les personnes handicapées dans le marché du travail. Donc, quelle stratégie vous utilisez? Nous avons exactement le même problème que vous. Tout d'abord, il faut comprendre si la personne a besoin d'aide. Est-ce qu'il y a véritablement un problème à résoudre? Ensuite, il faut évaluer notre possibilité de l'aider. Nous avons des professionnels qui travaillent dans un secteur bien spécifique, qui font un très bon travail, mais effectivement, pour que cela se passe ainsi, il faut beaucoup de temps. Et c'est également un objectif pour notre SPE. Alors, les réponses sur Slido. Surtout la numérisation, ensuite changement démographique et en dernier lieu, diminution de CO2. C'est un sujet qui sera discuté à l'avenir dans l'AMCEP. Bien sûr, les compétences et l'amélioration des compétences, c'est très important. Je remercie tous les intervenants, aussi INT en ligne. Je remercie le public. J'espère que vous avez pu entendre des informations nouvelles que vous emmènerez avec vous chez vous.